Les familles dans la littérature suisse, miroir de la société actuelle, un podcast bilingue sur la famille, son ancrage dans notre société, le questionnement constant qu'elle soulève au sujet de notre identité et surtout sa représentation dans la littérature suisse. Spiegel der Gesellschaft von heute, Familien in der Schweizer Literatur, ein zweisprachiger Podcast über die Familie, ihre Verankerung in unserer Gesellschaft, die ständigen Fragen, die sie in Bezug auf unsere Identität aufwirft und vor allem ihre Darstellung in der Schweizer Literatur. Ce podcast vous est présenté par Émilie Weder, Sylvie Jeanneret et Ralf Müller. Tour à tour, ils interrogent des autrices et des auteurs suisses sur la manière dont le motif de la famille travaille leur œuvre. Émilie Eder, Sylvie Jeanneret und Ralf Müller forschen an der Universität Freiburg. Abwechselnd befragen sie Autorinnen und Autoren aus der Romandie und Deutschschweiz dazu, wie das Motiv der Familie ihre Werk beeinflusst. Außerdem stellen sie zeitgenössische Familienromane einander gegenüber und zeigen, welche Rollen die Familie in einem Roman oder allgemein in literarischen Texten spielen kann. Alors, les familles dans la littérature sont-elles réellement des miroirs de notre société actuelle? Place à cet épisode pour en découvrir un peu plus. Sind Familien in der Literatur wirklich ein Spiegelbild unserer heutigen Gesellschaft? In dieser Episode erfahren Sie mehr darüber. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sylvie Jeanneret et aujourd'hui j'ai le plaisir de m'entretenir avec Joseph Incardona. Bonjour Joseph Incardona. Bonjour Sylvie. Bienvenue donc à ce podcast dans lequel nous allons aborder la question de la famille, de la place qu'occupe le noyau familial et les relations familiales dans votre œuvre. Pour introduire rapidement la composante familiale, qui est l'une des composantes qui façonnent les personnages et la société présente dans vos romans, nous pourrions préciser que les relations entre personnages sont perçues de manière systémique. Les cercles de relations s'entrecroisent pour mener à un enchevêtrement dont les personnages ont bien de la peine à s'extraire pour donner une ligne cohérente à leur parcours existentiel. Je dirais que la famille, ou plutôt le corps familial, joue un rôle bien spécifique dans cet enchevêtrement de systèmes relationnels qui influencent le développement de vos personnages. Nous pourrions évoquer pour commencer votre récit intitulé « Permissé », paru en 2016, puis réédité sous le titre « Une saison en enfance ». Il s'agit du récit d'un déracinement familial avec des espaces qui s'entrecroisent de manière souvent hostile et peu harmonieuse et que le personnage principal, qui est le fils d'un couple d'immigrés italiens en Suisse, va expérimenter. La famille dans ce récit, bien loin d'être un soutien ou une aide, va s'avérer un corps bien trop fragile pour permettre aux garçons d'affronter le monde extérieur. Une saison en enfance ou une saison en enfer pour citer Arthur Rimbaud. Est-ce que vous pourriez commenter le rôle que joue la famille dans ce roman, en termes de noyau familial, mais aussi la famille au sens élargi, je pense à l'épisode en Sicile. Alors, j'ai envie de commencer par une boutade. Pablo Escobar disait que ceux qui vous trahissent, c'est soit vos amis, soit les membres de votre famille. Donc, quand j'avais entendu ça, ça m'avait fait sourire. Et puis, d'une certaine manière, je me demande si quand on aime, tôt ou tard, on finit pas toujours par trahir un peu, ou se croire trahi, ou se sentir trahi. Voilà. Et surtout, d'autant plus que l'amour est fort et puissant, on exige beaucoup, donc on peut être déçu en fait. Qui aime bien châtie bien, hein, finalement, c'est ça. Alors, pour Permissé, alors effectivement, il y a quelque chose d'assez... je peux pas dissocier, c'est un roman, c'est pas une autobiographie, ce n'est pas une autofiction, mais je peux pas dissocier ce roman de ma vie réelle parce qu'il est énormément inspiré de choses qui, en tout cas dans l'esprit, de choses réelles. Et puis après, il y a des choses qui se sont passées à d'autres moments, des choses qui se sont pas complètement passées comme ça, des choses qui se sont passées dans divers lieux, mais j'ai tout rassemblé sur cet espace-temps d'un an dans ce quartier de cité satellite à la fin des années 70. Et effectivement, donc je viens personnellement d'une famille déracinée dans la mesure où donc ma mère était suisse, elle rencontre mon père italien à Vienne, il travaille dans un hôtel, il tombe amoureux. Ma mère va rejoindre mon père en Italie pour faire des saisons.
ils vont revenir ici, ma mère va accoucher, on va repartir en Italie, on va faire ce ping-pong, puis aussi on s'est passé par le triangle de la France, ou différents cantons suisses. Donc déjà au niveau du territoire, du lieu, il y a une vraie errance. J'ai coutume de dire une sorte de semi-nomadisme. Donc je crois que le lieu déjà est important pour une famille. Est-ce qu'on a un ancrage dans une maison? L'ancrage du territoire, cette verticalité, on va dire, entre lieu et famille. C'est quelque chose qui, d'un côté, m'a manqué, et puis en même temps, c'était aussi pour moi une grande liberté de ne pas l'avoir, ce lieu. Et donc voilà, j'ai une famille en errance, une famille atomisée, on va dire, parce que un bout de famille ici, un autre bout de famille à 2000 kilomètres, un conflit, alors aujourd'hui ça fait rigoler, mais à l'époque, fin des années 70, c'est l'époque Schwarzenbach, etc. Il y avait aussi un vrai tiraillement de culture. Il y avait une forme, à un moment donné, assez forte de xénophobie, en tout cas d'une partie de la population, pas toute heureusement. Et donc, ça s'immisçait aussi dans le couple, dans la famille, enfin, fils unique en plus. Et il y avait des dissensions culturelles comme ça qui sont sorties avec le temps aussi, qui se sont révélées avec le temps chez mes parents, etc. Donc, d'une certaine manière, j'ai toujours regardé avec admiration les gens qui avaient un socle, qui avaient une verticalité, ça rassure énormément d'avoir une famille nombreuse, de faire partie surtout d'une famille nombreuse, d'avoir des liens forts avec un territoire, avec une terre. Et en même temps, c'est quelque chose qui m'a toujours terriblement angoissé, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sédentaire et qui aussi, cette appartenance, elle exige. Elle exige de la présence, elle exige une certaine adaptation aux normes sociales, une certaine convenance, d'où les secrets qu'on peut pas dire, etc. Enfin, alors que quand on voyage léger, moi en gros, j'ai plus que mon père en amont, j'ai quelques tantes et oncles que je vois de temps en temps, mais rarement. Et puis j'ai ma propre petite famille, voilà. Mais sinon, donc je voyage très léger à ce niveau-là, et j'ai su en faire quelque chose qui a le cul entre deux chaises, n'a plus besoin de chaise en fait. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Et en même temps, ça me donne une grande liberté. Et j'ai pu sortir de toute une série d'appartenance, on va dire. Donc voilà, il y a le bon, il y a le moins bon. J'ai coutume de penser qu'il y a, je me souviens de ça notamment quand j'avais été à Sienne, j'avais rencontré des gens qui vivaient là-bas depuis des générations. Sienne est une ville, enfin comme toute l'Italie, mais surtout la Toscane, morcelée. Les contrades, c'est les régions, les zones de la ville. Et en fait, ils avaient tout le beau qui allait avec, le bon qui allait avec, puis en même temps, c'était quelque chose de très étriqué, parce que voilà, on fait partie de ces gens-là, et aussi on assumait. Et voilà, il y a les nomades, il y a les sédentaires, il y a ceux qui ont une famille, un ancrage, ceux qui l'ont moins. Voilà, je fais plutôt partie de la seconde famille, bien que moi-même, avec le temps, j'ai su poser aussi des ancrages, moi, à mon tour, ailleurs, mais ce sont des ancrages plus territoriaux, on va dire, et puis l'ancrage de l'amitié, ça, c'est quelque chose les amis comme une nouvelle famille qu'on se choisirait. Hein. Ce livre, comme vous l'avez souligné, est plutôt d'origine autobiographique, ce qui ne semble pas être le cas de la plupart de vos autres livres, qui sont quand même très proches du roman noir, voire avec des intrigues policières, des meurtres, des situations quand même très violentes. Et dans Permissé aussi, on est parfois très heurté par des scènes de violence qui sortent comme ça de l'ordinaire et qui qui choquent assez le lectrice ou le lecteur. Et je trouve que dans beaucoup de vos romans, on est fasciné par cette sauvagerie qui peut être exprimée dans certaines situations que vous décrivez. Comme si les cadres que la civilisation aimerait mettre en place, comme la famille par exemple, qui pourrait être un cadre rassurant, ou comme vous l'avez dit, ou un cadre de territoire qui pourrait quand même être encadrant, en fait, comme si c'était pas suffisant, et que tout à coup la violence est là, on l'a pas vu venir, et que les personnages sont aussi pris de court quelque part que vos lectrices et vos lecteurs. Et il y a différents épisodes comme ça dans Permissé.
Et là, j'aimerais en venir au texte Derrière les panneaux, il y a des hommes, qui est un texte très fort sur le plan des émotions, sur le plan de ce qui se passe et aussi sur le plan formel. Peut-être que vous allez y revenir. Et j'aimerais mentionner également les corps solides, où vous avez deux parties. La première qui est intitulée Le règne animal, la seconde Le règne minéral. Et qu'en soi, il y a une négociation un peu des personnages entre ces cadres de la civilisation et la sauvagerie, quelque part. Je ne veux pas parler des cadres de la sauvagerie. Et on a ces personnages qui se situent toujours un peu à la frontière de ces deux lieux. C'est pas vraiment des territoires, mais je dirais deux lieux avec lesquels on essaye de s'habituer, je sais pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de la place des relations familiales dans cette négociation permanente en soi? Alors déjà, effectivement, on a coutume de dire, parce que ça va avec la notion aussi de patrie, ça va avec la notion de parler de systémique avant, mais de input de soutien, hein, la famille comme lieu rassurant, lieu de stabilisation sociale, etc. On a toujours voulu aussi, je pense déjà dans les premières organisations religieuses aussi d'une société, stabiliser la famille, condamner l'adultère, l'amour au fond ou la passion amoureuse est quelque chose de très déstabilisant qui remet en question beaucoup de choses. Et donc on a toujours voulu, on va dire sur l'histoire chrétienne en tout cas, nous montrer la famille comme quelque chose de toujours positif, et ça l'est heureusement. Mais il faut pas oublier que dans la Bible, vous avez un père qui est prêt à sacrifier, enfin un Dieu qui est prêt à sacrifier son fils, vous avez un frère qui tue un autre frère. Enfin, les situations de fratricide, de sacrifice, de trahison, elles sont multiples. Ensuite, on voit même avant dans la mythologie grecque aussi ces familles de Dieu sont en conflit permanent. Donc, quand on parle de famille, si on voit aujourd'hui de manière plus contemporaine, il y a les violences domestiques, il y a les incestes. Ces choses-là se passent toujours de manière très violente et absolument sauvage, mais sous couvert de normalité. Donc, moi, je me suis toujours méfié de cette notion de famille comme étant quelque chose, voilà, d'idyllique. Je veux pas rajouter une couche et puis je veux pas faire celui qui surfe avec la vague, mais c'est vrai aussi que la notion de patriarcat a posé aussi énormément de chape de plomb sur tout ça. Il y a eu aussi tout ce qui est lié à la sexualité. Je sais pas pourquoi j'ai repensé à Stefan Zweig, Le Monde d'hier, où à un moment donné il parle enfin, l'homme peut aller voir des prostituées, la femme n'a pas le droit. Voilà, si elle a une mauvaise sexualité dans son couple, elle la garde toute sa vie. Donc, il y a des choses très, très, très. Donc voilà, on regarde la famille quand ça fonctionne, c'est magnifique. Mais je pense que ça dysfonctionne plus souvent que ça fonctionne. Les fameuses engueulades au repas de Noël, ça c'est le grand classique, on l'a tous connu. Hein, donc voilà. Donc maintenant, je voulais juste revenir sur l'idée de sauvagerie, de violence. Dans les corps solides, la violence est sociale. C'est la violence des petits gens subie par les petits gens sur le cynisme d'une sorte d'ultralibéralisme. Dans Derrière les panneaux, il y a des hommes, c'est une violence psychologique. Parce que il y a cette douleur, alors là pour le coup convenue, qui est, je me souviens, j'avais parlé avec un psychiatre qui m'avait dit que les deux plus grands malheurs d'un être humain, c'est la perte d'un enfant ou le handicap d'un enfant. Et je veux bien penser qu'effectivement c'est ce qu'il y a de pire qui puisse vous arriver, surtout la disparition d'un enfant, et c'est le thème du livre. Donc c'est cette violence-là, et cette mère qui se fait du mal, et ce père qui se, voilà. Comme pour expier une sorte de faute de ne pas avoir su protéger suffisamment son enfant. Et puis dans Permissé, c'est une violence plus animale, plus quotidienne. Il y a la violence du préau, d'école. Donc là, on est sur des préadolescents, 12 ans, 13, 14 ans. Donc il y avait des bagarres souvent. Par contre, il n'y avait pas la violence que je trouve plus terrible, qui est celle des réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a une bagarre, il y a quelque chose et ça se termine là. D'être ensuite encore insulté via les réseaux sociaux, ces choses-là, que
que certains jeunes peuvent subir. Je pense que ça, il y a une violence qui, pour moi, est encore plus forte que se donner quelques baffes ou quelques coups dans une cour de récréation. Hein. Voilà. Mais je crois que j'entends cette forme de violence comme quelque chose de plus psychologique en général. Voilà. Alors après, il y a parfois des actes physiques aussi. Je précise que j'espère, en tout cas, comme disait Cortázar, que soit les scènes de sexualité ou de violence soient toujours motivées et nécessaires. Sinon, ça devient de la pornographie. Et je me situe plutôt dans, voilà, quand il y a une scène plus violente, elle a un sens, elle dit quelque chose sur le monde, sur les personnages. Elle n'est pas là juste pour faire, parce qu'il faut à ce moment-là une scène de violence pour réveiller les gens qui s'endorment. Non. Ensuite, il y avait encore une autre question, c'est celle dans les corps solides du règne animal, minéral et végétal, parce que la fin c'est trois parties, mais qui est très... Alors la question, si c'était exactement, si vous pouvez la collusion des deux, c'est ça? Ou Que signifie cette évolution entre les différents règnes en quelque sorte? Ah, d'accord, oui. À quel moment, voilà, ça fait du sens par rapport au parcours des personnages, notamment de Anna, enfin, qui est alors Anna et presque Léo, une anti-héroïne ou presque une héroïne hein, dans le cadre du alors ouais, Anna et Léo, alors voilà, ça c'est le cas typique d'une famille ultra-nucléaire, on va dire, à deux, et décès, mort du père, donc ils se retrouvent en duo, en fait, en couple, en tandem, avec beaucoup de solidarité entre eux, beaucoup de pudeur aussi. Et puis, bah voilà, ils se retrouvent les deux seuls face au monde, parce qu'en plus, la mère a choisi une vie plus marginale, c'est un choix, ça n'a pas été dicté par. Et donc cette première partie du règne animal, c'est comment toute la première partie du livre se met en place et comment les rapports humains en fait fonctionnent entre eux et amènent finalement cette femme à devoir faire une chose à laquelle elle aurait jamais songé faire pour sauver ce petit noyau de famille, de père et son fils, de mère et son fils, pardon. C'est-à-dire qu'elle se heurte quand même à des rapports de pouvoir qui sont quand même... Rapport de pouvoir, le rapport à l'argent, le rapport... Et le règne minéral, cette deuxième partie, met en avant l'idée, parce qu'on est en lien avec ce jeu, ce concours où en fait, on doit toucher une voiture et le dernier qui lâche sur les 20 concurrents gagne la voiture. On est sur le règne minéral parce que, enfin voilà, c'est... Tous les chapitres d'ailleurs sont intitulés avec des composantes de la voiture, le plastique, l'aluminium, le fer, voilà. Enfin. Et là, on est sur des éléments minéraux en fait finalement. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Et il y a une sorte de déshumanisation de ce règne animal face au règne minéral. Mais au fond, quand on est face à un téléphone portable qui régit nos vies ou le web, on est face à du minéral. Enfin, toutes les composantes, le lithium, tout ça alors on arrivera peut-être un jour à des téléphones ou des objets organiques où il y aura des composantes réellement vivantes à l'intérieur de ça. Je pense que ça arrivera. Mais voilà, on est face à une sorte de dureté du métal. Et puis à la fin, le végétal, finalement, remet tout ça en place et remélange les cartes parce que il y a une fin qui va vers la mer, vers l'océan, vers l'eau, vers les algues, c'est peut-être par là d'ailleurs vers quoi on va aller si on continue comme ça. On va revenir au végétal qui va reprendre le dessus. Et juste pour la petite histoire, la région de Tchernobyl est foisonnante d'une nature, d'une verdure. Le nucléaire, les déchets, les radiations n'ont aucun effet sur les plantes. Parce qu'il y a de cellule en cellule, ça se transmet pas comme nous. Donc les plantes, on a une super nature. Le végétal reprend le dessus. Il y a plus, bon, les animaux, il y en a, mais ils meurent tôt. Mais ils se reproduisent quand même. Et tout d'un coup, c'est le végétal qui reprend le dessus en tout cas sur l'animal, quoi. Ça en tout cas. C'est sûr que si quelqu'un doit disparaître sur la planète, ça sera nous avant, en tout cas, avant le végétal. Ça c'est clair, le végétal va rester tout. Ça, c'est assez et sans doute que nous, on disparaîtra, mais que la planète va continuer va continuer à vivre, quoi. Par rapport au roman noir, parce qu'il y a quand même toute une partie de votre production littéraire, je pense qu'on peut qualifier de roman noir, alors qui flirte avec le roman policier, mais qui est avant tout dans des situations très noires, avec justement des situations de violence ou des situations sociales très complexes.
Et si on revient derrière les panneaux, il y a des hommes. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu de votre métier d'écrivain. Comme vous l'avez dit, il y a deux familles qu'on croise qui perdent leur fille sur la même aire d'autoroute. C'est ce lieu, en quelque sorte, ce sorte de non-lieu qui attire le crime, qui attire la violence, et les deux filles disparaissent avec, en tout cas, une famille que l'on suit où le père vraiment continue sa vie dans la position du traqueur, du pisteur, alors que la mère, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle s'effondre quelque part et elle se replie sur elle-même. Et en tant qu'écrivain, j'aimerais savoir comment est-ce que ça se passe quand on doit raconter ces disparitions. Alors, déjà, je me situerais peut-être... Alors, j'ai vu que j'alterne quand même des romans plus drôles, qui sont plus en lien avec la comédie, et des romans qui sont plus dans la tragédie. Et plus que roman noir, je dirais le roman du tragique, souvent. Alors voilà, après, dans le roman noir, ça me va. Roman policier, non, parce que j'ai pas d'enquête, j'ai pas. Derrière les panneaux, il y a des hommes, c'est quasiment le seul livre où il y a des policiers qui sont à un moment donné qui cherchent, parce qu'ils sont, mais ils sont fonction, ils sont pas, ils sont conséquences, ils sont pas moteurs d'une enquête parce qu'on sait déjà tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire on sait qui a fait quoi. L'idée, c'est de se poser, c'est comment tout ça va finir. C'est peut-être ça le questionnement du roman noir. Comment tout ça va finir, alors que dans le roman policier, c'est qui a fait quoi, le whodunit classique, hein. Et alors après, alors ça c'est intéressant parce que heureusement, je crois que et ça c'est une des grandes libertés que laisse la littérature ou d'autres formes de création, c'est que Dieu merci, il faut pas être avoir vécu forcément toutes les choses qu'on écrit. Et puis qu'on peut être quelqu'un d'autre. Dans les Corselistes, je suis une femme. Derrière les panneaux, il y a des hommes. Je suis à la place de ces parents qui sont dans le chagrin et l'affliction la plus terrible. À un moment donné, je suis une chaise qui parle des postérieurs qui s'assoient dessus. Il y a un passage. Voilà, c'est toujours, j'ai toujours pensé que c'est la grande liberté de l'écrivain, c'est de pouvoir être quelqu'un d'autre. Rosa Montero en parle dans son livre Le danger de ne pas être folle. C'est justement, mais ne nous limitons pas à l'autofiction parce que on peut être quelqu'un d'autre. C'est tellement magnifique. Et on peut se mettre dans la peau d'un salaud, d'une vieille personne, de quelqu'un. Voilà, c'est ça et ça c'est un grand mystère. Alors c'est quelque chose c'est à la fois, je pense, une observation, une forme d'empathie qu'on peut avoir. C'est une façon de se mettre dans la peau je sais pas d'où ça vient. Il y a beaucoup d'intuition là-dedans. Il y a beaucoup c'est comme un comédien qui arrive à interpréter au fond un rôle et qui arrive à se mettre dans la peau voilà. Et alors le sujet de Derrière les panneaux, il y a des hommes est à la fois le sujet de c'est la disparition de deux enfants en l'occurrence dans le lieu clos et à la fois ouvert de l'autoroute. Donc, et puis sur 3 jours, ça se passe sur 3 jours, l'histoire se passe, donc unité de temps de lieu d'action. Et puis on est dans un lieu qui est, comme vous le dites, qui est un non-lieu, qui est un lieu de passage, qui est un lieu de consommation, qui est un lieu de friction, qui est un lieu voilà, d'entropie parfaite, quoi. Et d'ailleurs, ça finit avec une espèce de bouchon monstrueux où c'est comme une artère qui se bouche et puis voilà. Et avec un orage phénoménal. Voilà, alors que tout explose en fait. Et pour moi, il y avait quelque chose dans cette consommation finalement ou surconsommation. Il y a aussi la consommation finalement de l'individu qui se consume et qui en plus est enlevé et utilisé et rejeté ensuite et détruit ensuite. Ça me fait penser à Bolaño de 1666, hein, ce chef-d'œuvre où à un moment donné il parle de ces plus de 3000 femmes avec la frontière mexicaine et États-Unis qui ont disparu depuis des années. Et on est dans ces lieux où finalement un corps, un individu ne vaut rien.
Il y a aucune conscience. Ces filles qui visiblement ont été prises pour des snuff movies, et puis ensuite on les tue, qu'on viole, puis qu'on balance au bord de la route, ou qu'on enterre, qu'on retrouve jamais, avec lesquelles on s'amuse. C'est l'horreur totale. Et ça, c'est pas du roman, c'est de la réalité. Hein, donc voilà, il y a quelque chose en lien avec ce roman-là, qui est sans doute mon roman le plus dur, le plus sombre, le plus noir que j'ai pu écrire. Il y en a d'autres plus solaires et plus lumineux, dont le dernier, hein, par exemple, qui est voilà. Et j'ai pas toujours, je vais pas toujours aller fouiller là-dedans. Et je dois dire que personnellement, aller dans le, je me suis senti à un moment donné, je me suis trop approché du centre. Parce que et à un moment donné, j'ai senti ça très fortement. Je fais des recherches et puis à un moment donné, ben, pardon, il y a ces enfants disparus. Hein, on a tous vu ces affiches, c'est terrible. Et à un moment donné, je vais chercher sur une petite fille qui a disparu il y a quelques années. Je vais chercher des informations. Je pense qu'il y a des thématiques comme ça qui vous laissent pas indemne. Et je pense à un livre de Maëlys de Kerangal, Réparer les vivants, que j'ai trouvé magnifique, où là aussi elle va sur quelque chose. Je pense on a dû vivre les mêmes affres. Alors là, c'est sur le don d'organes, mais la mort d'un enfant, un livre que j'ai trouvé absolument magnifique. Et voilà, donc il y a comme ça des thématiques qui vous coûtent quand même, plus que d'autres. Ce qui pourrait aussi expliquer la forme très spécifique de ce roman, avec une syntaxe parfois décousue, une syntaxe éclatée, ou des fragments, qui fait que quelque part on a des bribes, mais on n'a pas une continuité comme ça d'un discours cohérent, je dirais, en termes d'écrivain, peut-être qui pourrait, où la forme ici est vraiment en adéquation, je dirais, avec ce que vous Ben, racontez, avec les émotions, Ben, avec les déjà, sensations. quand on conduit sur l'autoroute, on est stressé, on vous fait des appels de phare, on se rabat à gauche, à droite, donc il y a des phrases courtes, Ouais. des phrases, on regarde dans le rétro, on est sollicité de toutes parts, puis on est dans une tension. Puis dès que on s'arrête, la voiture est sur une aire de repos, les phrases deviennent plus longues, plus rondes, plus apaisées. Et puis on a toute cette galerie de personnages qui tournent parce que c'est aussi un univers, et moi les non-lieux me fascinent. Il y a ce bonhomme qui collectionne des objets. Et alors là, j'ai fait un lien avec François Bon sur un de ses romans qui s'appelle Autoroute, où ce personnage existe dans un de ses récits. Et je lui ai demandé d'ailleurs si je pouvais le réutiliser dans mon roman. Je lui fais faire des choses, mais tout ce qui est de l'ordre de la collection, des choses qu'il trouve au bord de l'autoroute, ça vient voilà, Alors après, on ne sait pas jusqu'où François Bon joue avec le réel ou pas. Donc ça mais on fait une sorte de mise en abîme et j'ai trouvé ça chouette et j'en suis gré d'avoir pu m'approprier de trois de ces personnages. Ce monsieur qui s'occupe d'une aire d'autoroute et puis qui garde tout ce qu'il trouve. Et puis il y a ce couple de sexagénaires qui étaient mariés, qui ont divorcé et qui ont décidé de se remarier et qui avaient eu leur scène de ménage. À un moment donné, la femme enlève son alliance et la jette, et ils décident de retrouver l'alliance avec un détecteur de métaux. Voilà, ça j'ai repris, mais je les ai intégrés avec mon personnage. Donc voilà, et ça, je crois, il y a tout un jeu littéraire aussi là-dedans que le lecteur n'est pas obligé de savoir, mais moi je le sais. Et puis si on y voit des choses en plus, il y a un extrait d'un bout de lettre de Malcolm Lowry au-dessous du volcan, il y a des clins d'œil comme ça, des choses. Et voilà, et donc, il y a aussi cette vision je crois que c'est Leibniz si je me souviens bien, et en lien avec Deleuze sur le pli et le repli du monde, où finalement chacun de nous a un angle de vision du monde, et c'est souvent toutes les visions du monde ensemble, si on pouvait les rassembler, qui peuvent donner une image éventuellement d'une vérité du monde, ce qui est impossible à faire, bien entendu, mais une confrontation perpétuelle. Donc, il y a cette idée-là d'une sorte aussi de roman noir un peu philosophique aussi là derrière. Et puis voilà. Et puis il y a une critique assez forte aussi encore une fois, de la consommation. Il y a ce personnage qui a ses franchises et qui passe d'une franchise à l'autre pour voir si tout se passe bien, les employés qui sont maltraités et qu'on sous-paye, enfin bref.
Il y a toutes les statistiques en lien avec l'autoroute, les choses qu'on a découvertes et qui sont réellement enterrées sous les autoroutes, hein. On a trouvé des restes de vestiges romains, des mammouths, on les recense, puis après, hop, on remet l'asphalte dessus et on roule là-dessus. Donc voilà, c'est un roman assez épais, on va dire, dans ses thématiques. Si on peut continuer le fil, je dirais, de la famille, j'aimerais bien vous entendre nous dire quelque chose au sujet de la soustraction des possibles, qui se passe à Genève. Donc, c'est, me semble-t-il, un de vos seuls livres qui se passe en Suisse, ou en tout cas à Genève. Il y a la trilogie Permis C, Le cul entre Voilà, deux chaises et Banana ouais, Spleen, ouais. qui sont plus autobiographiques. Et Ouais. sinon, c'est le... Voilà, oui. Où il y a vraiment une grande une fresque romanesque. Où Genève est un personnage, Voilà, on peut dire. où Ouais. Genève est vraiment un personnage du livre, avec le milieu des banques. Ça se passe dans les années 90, donc avec le grand essor des banques. Et vous avez ces deux figures, Aldo et Svetlana, qui sont des figures très attachantes, comme ça qu'on suit tout au long du roman, avec je dirais, des constellations familiales assez spécifiques, avec Aldo qui est donc seul, avec Svetlana qui a une fille, donc une petite fille, mais qu'elle élève seule, et avec comme ça des couples de banquiers richissimes qui finalement, à la fin, il y aura une fin assez spéciale où la petite fille va se retrouver dans une situation bien particulière sans sa maman. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces constellations familiales qui naviguent comme ça dans la soustraction des possibles et qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, ben voilà, c'est en faisant les choses qu'on comprend ce qu'on est en train de faire, et puis c'est surtout une fois qu'on les a faites qu'on a compris pourquoi, et aussi grâce à votre regard de lectrice, les regards des lecteurs qui parfois arrivent avec des interprétations, des suggestions qui nous révèlent à nous-mêmes ce qu'on vient de faire. Et encore une fois, là, maintenant, en ce moment même où on n'a rien préparé et que toutes les questions m'arrivent de manière spontanée, je constate qu'effectivement, à part peut-être les corps solides, mais encore là, c'est une famille aussi éclatée vu que le père est absent, on a rien de très stable au niveau de la famille. Et là encore, effectivement, Aldo, ben, il est famille d'immigrés italiens, la chaux de fonds, ses parents sont morts. Svetlana a tout quitté, elle a quitté la Tchéquie, la Tchécoslovaquie de l'époque, parce qu'on est en 89, etc. Et suite à la chute du mur. Et donc, et puis on a ce couple de richissimes, ce banquier avec ça, qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui ont très envie d'en avoir un. Et effectivement, on a plein de personnages. On a Odile qui est malheureuse dans son mariage, bien elle ait la richesse, et on a une sorte de Madame Bovary comme ça revisitée au 20e siècle. Voilà. Donc il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre de l'instabilité. Mais comme disait Tolstoï, toutes les familles heureuses le sont de la même manière, seules les familles malheureuses le sont à leur façon. Donc finalement, pour écrire un roman, alors oui, il y a du Jean Giono, il y a des choses, il y a des romans comme ça qui arrivent à créer des atmosphères, des pagnoles aussi, bien qu'il y ait beaucoup de tragique aussi, hein, mais où on a par moments des descriptions alors bien sûr, il faut toujours qu'il y ait l'élément d'achoppement, il faut toujours qu'il y ait le levier mais on peut avoir des moments comme ça de, de, de choses belles, joyeuses, et elles sont moins présentes malheureusement dans mes romans. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant quand il y a des équilibres, d'écrire sur une famille où tout va bien. Finalement, ce serait pas très intéressant, quoi. On s'ennuierait assez vite. D'ailleurs, ça serait toujours pour moi une gageure de réussir à écrire un roman où tout se passe bien et un roman sur le bonheur. Mais je crois que c'est compliqué. C'est compliqué d'écrire ça. Mais cette réunion finale, enfin, entre les personnages, est-ce que vous l'avez voulu comme ça? Donc la destinée de la petite fille qui va rejoindre finalement la destinée de ce couple. Non, Voilà. non, je crois, parfois j'ai une fin qui se dessine. Souvent, cette fin qui se dessinait, eh ben, elle va être bouleversée, elle va être complètement inversée, elle va être. Donc, j'écris sans plan. Une fois que j'ai décidé le sujet met du temps je suis en train de faire d'autres choses en général, d'écrire, et puis le sujet prend sa place, puis arrive le moment où c'est son moment c'est le moment de m'y mettre.
Et je commence à vivre avec, à construire mon histoire au fur et à mesure. Donc je fais pas de plan avec, voilà. Pour la soustraction, mon idée de fin était complètement différente. C'est quelque chose qui, ce, ce duo Svetlana-Aldo s'en sortait, alors que finalement, voilà, non, quelque chose qui a surgi à un moment donné. La fin des Corps solides, elle est peut-être ma fin la plus lumineuse de tous mes livres, dont je suis très content, mais est arrivée sur le tard. Je désespérais de trouver une fin qui soit à la hauteur de ce que j'avais pu faire, parce que le lecteur, il a suivi, il vous a suivi jusque-là. Enfin, je devrais dire plutôt la lectrice, parce que c'est plutôt des femmes qui lisent des romans, mais vous a suivi jusque-là et vous le décevez, vous la décevez, c'est dommage. Donc essayer de trouver des fins, mais qui sont pas forcément ou en généralement pas prévues. Ça devait pas forcément se terminer comme ça. La seule où j'étais sûr de ma fin, parce que je m'étais inspiré d'un fait divers, c'est Chaleur. Là, je savais que ça allait finir comme ça. Mais j'ai trouvé un truc qui rendait la fin plus anxiogène, mais le destin de mes deux personnages était écrit par avance. Ça c'est le seul roman où je savais que ça finirait comme ça. Avec ces chefs de clan. Ben, d'ailleurs, dans la soustraction des possibles, en fait, c'est une femme aussi qui est chef de clan. On se rend compte que c'est une meurtrière assez implacable. Voilà. Un clan corse. En Corse. Et finalement, on trouve peu de figures de frères ou de sœurs dans votre système familial. Vous l'avez un peu dans la soustraction des possibles, il y a. Voilà. Mais comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce peu de place accordée aux fratries ou, je dirais, aux sororités dans vos histoires, voire une forme de relation plutôt horizontale dans la famille, alors qu'on trouve un système vertical assez fort? Peut-être parce que je suis fils unique, que je sais pas trop qu'est-ce que alors il y a une histoire de frères qui est le film Bison qui vient de sortir, dont je suis à l'origine du scénario, qui est une histoire de frères, voilà. Mais sinon dans mes romans, euh, effectivement, c'est quelque chose que j'ai peu exploité. Peut-être que c'est un sujet qui jusqu'à présent à part ce sujet de scénario, qui m'intéressait moins. Ça peut m'intéresser, ça dépend. Mais c'est vrai que il y a toujours le côté un peu ce côté solitaire, effectivement, voilà, qui est mis en avant. J'essaye de penser, dans Aller simple pour Nomad Island, on a une famille, un peu une famille modèle avec un frère et une sœur, oui, mais qui vont entrer rapidement en conflit, qui vont rapidement entrer en conflit. Et sinon, j'essaie de penser à un autre livre. Non, effectivement, c'est assez peu mentionné cette chose-là. Après, comme on l'évoquait au début, c'est sûr que la famille, c'est aussi une source de conflit, peut-être autant de sources de conflit qu'une source d'harmonie, et que très souvent les personnages, je vois, peut-être pas forcément dans le roman noir, mais dans le roman en général, cherchent des soutiens ailleurs, et comme vous l'avez évoqué, plutôt dans des réseaux de sororité ou de fratrie, mais qu'on choisit en quelque sorte, et puis on choisit ses amitiés, et on recrée des liens qui sont pas forcément des liens de parenté, mais qui vont être des liens aussi forts certainement que les Mais je liens crois de que parenté. la famille, bon, moi je suis pas un fan de Freud, loin de là, mais l'idée de tuer le père, symboliquement, c'est intéressant. Ça, c'est une des choses que j'ai pu retenir de ce que je connais du bonhomme. Et ce que je sais aussi, c'est il faut absolument, à un moment donné, quitter cette famille pour s'affirmer en tant qu'individu. Et que la famille, ben voilà, encore une fois, ça peut être quelque chose qui vous coupe les ailes aussi, quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche de mûrir, qui vous empêche de faire vos pas dans le monde. Trop de soins peut nuire à l'individu. Parce qu'on était trop protégé, surprotégé, donc après on sait plus comment affronter la vie seul sans la protection. Voilà, et donc c'est à la fois effectivement source de réconfort et source de limites terribles. Et trouver la bonne distance par rapport à cette famille, trouver la bonne, le bon dosage.
Ben ça, c'est une chose puis c'est quelque chose qui bouge comme pas les systémiques encore, quoi. Je veux dire, ça bouge en permanence. Donc, c'est des réajustements permanents qu'il faut faire, c'est des remises en question permanentes. Et en même temps, il faut trouver des socles sur lesquels on puisse construire quand même quelque chose de viable. C'est vraiment pas facile, quoi. Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de votre nouveau roman et peut-être en lire quelques lignes? Alors, ce nouveau roman, c'est Stella et l'Amérique, qui est paru le 5 janvier de cette année, 2024. Alors, c'est un postulat très saugrenu et très simple. Qu'est-ce qui se passe si une prostituée fait des miracles? Voilà. Et au fond, si on y pense, hein, sur notre chrétienté, on était chassés du paradis alors qu'il n'y avait pas de famille, il y avait juste un couple. Il n'y avait pas l'idée de la reproduction et de la vie éternelle. On est chassé finalement du paradis par l'acte sexuel, parce que la tentation du désir, hein, finalement. Alors voilà, je me suis amusé comme s'il y avait un dieu un peu comme vous savez, ces dieux grecs qui s'amusent avec les humains, on les met dans des situations, puis on va voir comment ils vont sortir. Ben voilà, tout d'un coup, ça remet 2000 ans de dogme en question. On a une sainte, mais c'est une sainte qui en même temps elle se prostitue. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on va réagir voilà, donc le Vatican notamment. Et voilà, l'histoire démarre. C'est un récit stanislavskien. Et si on faisait ça, et si, voilà, et l'histoire démarre. Et puis donc, vu qu'il y a cette thématique de la famille, donc j'ai choisi alors bon, bien sûr, c'est un chapitre qui est posé comme ça, qui arrive un peu au milieu de nulle part, mais où ça se termine avec quelque chose en lien avec la famille, justement. Parce que cette Stella n'a pas de famille, encore une fois, voilà. Hein. Et sa seule famille, c'est cette vieille Mexicaine qui, en fait, les lecteurs attentifs auront compris que c'est un peu le personnage de cette voyante qui a derrière les palmes, il y a des hommes. Et qui vit avec un cirque itinérant, qui suit un cirque itinérant euh, vit avec Tarzan. Tarzan, c'est un des gars dans le cirque qui faisait Tarzan, puis maintenant il a 90 ans, donc il nettoie les cages des fauves. Mais ils sont très amoureux tous les deux, très vieux et très amoureux. Et c'est la seule famille de cette Stella, en fait. Faire tache d'huile. Stella connaissait l'expression, bien sûr, mais la compréhension des mots diffère lorsque vous l'éprouvez par l'expérience. Ce qui détermine une épaisseur humaine, ce qui fait que vous écoutez plus attentivement les conseils qu'on vous donne. Faire tache d'huile. Ils étaient une cinquantaine qui attendaient autour de son camping-car. Stella était partie chercher un hot-dog et un Sprite à la buvette de la fête foraine, et maintenant, ils s'étaient multipliés, silencieux et résignés à l'attente. Stella fit un pas de côté et les épia, cachée derrière une roulotte en mâchant son hot-dog moutarde. Elle avait faim. Les résorptions étaient montées au nombre de 5. Le dernier avait été un muet qui s'était précipité nu hors de la caravane en hurlant. Ça ne marchait pas à tous les coups, mais bien d'accord. Et puis dans le lot, il y avait aussi des hommes venant juste pour la bagatelle, Dieu merci. Mais pour les cas désespérés souhaitant être guéris, il fallait une sorte de sincérité pour que ça marche. Sonder ce lieu de leur âme dénuée de toute volonté de puissance et d'orgueil. Stella devait atteindre une forme de bonté sous-jacente chez eux. Un sentiment pur que leur vie rude de pauvres airs en souffrance avait annihilé chez la plupart. La compassion de Stella faisait le reste, ce qu'on nomme dans les livres d'église l'amour du prochain. Stella revint sur ses pas, se mêla à la petite foule de badauds flânant parmi les carousels et attendit que Santa Muerte termine sa consultation. Un jeune homme sortit en pleurs de la roulotte. Stella s'engouffra dans son sillage, odeur de sueur mêlée de patchouli. Tu les fais pleurer maintenant, Santa. Tu sais pourquoi ils viennent, querida? Pour l'amour et l'argent, tous veulent le bonheur et la richesse. Pour la richesse, je veux bien baratiner, mais l'amour, bon sang, ils ne savent pas que l'existence est une succession d'abandon et de profonde solitude. Ne le voient-ils donc pas? Qu'est-ce que je peux faire, hein? D'autres cherchent la gloire, ils pensent que... Santa, écoute-moi. Ils sont une cinquantaine à me vouloir. Ce n'est pas l'amour ni la richesse ou la gloire, et j'ai besoin que tu me dises ce que je dois faire. Madre de Dios, 50! Stella hocha la tête silencieuse. Santa Muerte cracha dans sa bassine, puis... Tu pourrais nous attendre à la prochaine étape? Vous allez sur la côte, dans 3 jours. Ça me va. Tu as assez d'argent? J'ai mes économies. Très bien. Ne travaille surtout pas, d'accord? Rien, tu restes tranquille, tu te fais oublier. Oui, Santa, je me promène sur la plage et je fume des cigarettes, un peu comme de petites vacances. Exact. Et pour le camping-car?
Tu grimpes dedans, tu mets le contact, tu te tires. C'est aussi simple que ça. Mais est-ce qu'ils vont me suivre? Tu partiras cette nuit, tu vas leur dire que tu reprendras le travail demain matin et tu files cette nuit. Je t'aiderai s'il le faut. Stella s'approcha de la vieille qui sentait la naphtaline et la sueur. Elle posa ses lèvres sur son front moite. Tu es ma seule famille, tu sais ça, Santa? Je sais, petite, je sais. Le problème, tu vois, c'est que parfois la famille, il faut la quitter. C'est une question de survie. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Les familles dans la littérature suisse, miroir de la société actuelle. Sie haben gerade eine Episode des Podcasts Spiegel der Gesellschaft von heute, Familien in der Schweizer Literatur. Découvrez toutes les œuvres citées dans la description. In der Beschreibung gibt es auch weiterführende Literaturhinweise. Et ne manquez pas le prochain épisode. Verpassen Sie nicht die nächste Episode. À bientôt, bis bald.